La colère sourde d'un dieu millénaire retentit dans tout Soul Society. La vengeance appelle la vengeance et au crépuscule des Shinigami, un dernier rempart se dresse, car après 1000 ans, il est l'heure d'en finir. Bienvenue à tous dans l'analyse détaillée du 5e épisode de la saison finale de Bleach. Si vous pensez avoir loupé des détails importants pour la suite de l'œuvre, que vous soyez expert du manga ou que comme moi, vous découvrez les épisodes chaque semaine, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour être sûr de louper aucun épisode à venir. Car vous êtes prêts? Si l'adversaire a le culot de voler le vôtre, n'oubliez jamais qu'entre vos mains, un Bankai n'est point chose si médiocre. 頼むソウルソサイティを守ってくれ黒崎一護封じられしクイーシーの王は運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ているケツが通じしろ己の技の未熟さにめまいさえしますね。心配すんな。石田の矢よりはかなり強かったぜ。石田雨竜のハイリヒップファイルが私より弱い。妙ですね。そんなはずはない。 Il est pas beaucoup trop beau s'il vous plaît? Merci Oniri, il va parfaitement habiller le décor pour cette saison finale de Bleach. D'ailleurs si vous voulez des résines Bleach absolument formidables, je vous mettrai le lien en description pour vous les procurer. Si lui aussi peut venir sauver Soul Society, ce serait bien en fait. Grimjo, Tanomu, Soul Society, Mamoru Tekule, on va dire comme on est des gros weebs. Mais que tout cela ne nous distrait pas du fait que l'épisode 5 de cette semaine était incroyable. C'est de la hype en boîte, de la hype en barre. Vous voulez m'excuser également de ne pas avoir fait l'analyse des 2 précédents épisodes de Bleach, je me rattrape en amorce en reprenant les points qui sont importants du tome 56, à savoir l'épisode 3 et 4. L'épisode 3 s'articulait davantage autour du personnage d'Ishida. Déjà, on avait droit à des scènes coupées, des scènes additionnelles qui n'existent pas du coup dans le manga pour la première fois et qui sont rajoutées ici dans cette saison. C'était un des vœux d'ailleurs du mangaka Tite Kubo. On a du coup Ishida qui s'entretient avec son père et qui est là, les Quincy c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont méchants? Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Je croyais surtout qu'on était les derniers Quincy, donc voilà, mais merci d'expliquer 2-3 choses s'il te plaît papa. Mais le plus important est toutefois que Kilge est surpris que Ichigo dit que waouh, les flèches elles sont plus puissantes que celles d'Ishida. Il dit c'est complètement impossible, elles devraient être bien plus puissantes que les miennes. Et ça nous laisse sous-entendre que Ishida c'est pas n'importe qui. Vous savez c'est shonen, à une sorte de dynastie des Quincy, peut-être qu'il est dans la famille de sa majesté Quincy et ses 2 favoris là. En tout cas ce qui est sûr et certain c'est que Ishida a un potentiel qui est censé être celui du prince Quincy en gros. Parce que même les Stern Ritter, qui sont les lieutenants quand même du roi, sont censés être plus faibles que lui. Cependant s'il y a des scènes rajoutées dans l'animé, il y a des choses qui ont été coupées du manga. Et j'ai trouvé du coup surprenant le fait qu'en relisant le tome 56, on observe que Ichigo est l'un des 5 FMS. Alors c'est pas expliqué, ce dont il est sûr c'est qu'il existe 5 individus qui sont je pense potentiellement dangereux, en tout cas marginal. Peut-être qu'il y a 5 personnes dont les Quincy ne peuvent pas voler le Bankai, ou en tout cas 5 individus dont il faut se méfier. Le Quincy Vollständig, ça veut dire du coup littéralement Quincy complet, c'était ce que avait sous-entendu mine de rien Ishida ou son grand-père lorsqu'il lui disait que c'était ce qui allait pouvoir le transcender au mieux. Et Vollständig, c'est également le corps complet, le corps pur, qui est utilisé pour définir le corps du Christ dans le protestantisme luthérien. On est chez les Allemands, après le giga-catholicisme hispanique d'Aizen. Une seconde chose qui a été coupée du manga et que je trouve pourtant très importante, les Quincy utilisent le Blut, qui est du coup juste le sang, pour pouvoir faire converger une stratégie soit de combat, soit de défense, mais pas les deux en simultané. C'est-à-dire qu'on peut être soit très rapide, soit très puissant. On parle ici pour la première fois de Daten, qui est donc tout simplement les données, les data en allemand, qui sont du coup un rapport que les Quincy peuvent se faire entre eux, mais surtout que Sa Majesté a fait. On y reviendra plus tard lorsqu'on parlera de Renji à la fin de cette analyse. Kilge propose de faire donc un rapport en disant que, bah écoutez, ma foi, il faut augmenter le Blut. Mais alors pourquoi est-ce que la technique d'Ishida s'appelait le Light Steel, alors qu'aujourd'hui on dit que c'est le Quincy Vollständig? Et ben en réalité, ça a encore été coupé du manga et je trouve ça très dommage. Il semblerait qu'il y a 1000 ans, du coup, les Quincy ils étaient là, on va tuer des holos et tout ça. Ils avaient du coup ce qu'ils appelaient le Light Steel, cette technique-là qui permet de se transcender, c'est ce qu'on voyait avec Ishida. Il y a 1000 ans du coup techniquement le bon vieux Yamamoto, encore une fois je n'ai pas lu le manga donc merci de pas me spoiler en commentaire, mais ça a été dit par Mayuri qu'il a échoué à tuer le roi. Du coup je pense que là ici il s'est passé une couille et que ensuite ils ont dit qu'ils ont évolué jusqu'à 200 ans. Donc pendant 800 ans ils ont évolué et Kilge dit c'est le père de Ishida qui a refusé d'évoluer la tradition en Quincy Vollständig et qui est le seul en fait à utiliser encore le Light Steel. C'est je pense une technique de Kubo pour légitimer le fait qu'il n'a
n'avait pas peut-être la vision sur le très long terme de cet arc. Mayuri est obligé de prendre des gens du Rukongai et de les exterminer pour pouvoir équilibrer la balance, ce qui nous explique pourquoi Madara avait vu qu'il y avait des gens qui avaient disparu dans le Rukongai. Je trouvais ça très bien écrit. Donc les Quincy attaquent définitivement Soul Society, et juste avant, il y a une phrase que j'ai trop aimée, c'est la phrase du lieutenant Aizen, il ressemble trop à Aizen, je suis désolé, qui va du coup dire qu'est-ce que la justice, et que comme nous sommes en temps de guerre, la justice est des deux côtés. Cela enlève carrément tous les manichéismes pour le moment de cette saison. Les capitaines, on les connaît plus, alors on va plus être pour eux. Cela dit, ben les Quincy, c'est juste des gens qui en ont en tout cas énormément sur la patate. Alors les Sternritter envahissent Soul Society, et alors le fait qu'ils arrivent dans un flux d'énergie spirituelle bleutée là, c'est trop badass, c'était trop bien parce que du coup ils sont inatteignables, on n'est pas toujours sur les ombres mystiques qui pouvaient permettre, comme dans l'épisode 1 on les avait vus, à disparaître. Le BG également mystique est également de retour, et d'ailleurs il y a une petite scène coupée encore une fois qui est présente uniquement dans le manga, c'est celle où du coup Sa Majesté le Roi demande au type si tu préfères les laisser vivre et que ça te rend plus heureux, alors tu peux le faire. Bah putain, c'est quand même super sympa, enfin je veux dire ça, encore une fois, il y a cette volonté de rendre le monde plus gris, ok? Ou genre c'est pas le personnage qui a coupé un bras au début, il y a deux facettes du monsieur quand même. Et enfin, il y a surtout Hades versus le vice-capitaine et le capitaine de la 6ème division, j'ai nommé Renji et Byakuya, My Sexy Boy. Du coup, chacun ont une lettre, et on voit que c'est parce que c'est lié à une de leurs compétences, par exemple Kilge est le J, parce que jail, prison en anglais, et c'est ce qui permet d'empêcher Ichigo de pénétrer Soul Society. Et Hades, lui, il est vraiment terrifiant, j'aime beaucoup sa voix dans l'animé, c'est quelqu'un qui va du coup ici nous apprendre ce que c'est que la véritable peur, parce qu'en effet c'est quelque chose que les capitaines ont eu tendance, je crois, à oublier au fil de leurs expériences, et surtout que Byakuya c'est quelqu'un qui s'est présenté comme toujours très sûr de lui, un petit peu même hautain vis-à-vis de sa noblesse. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Et oui, c'est la peur. Ça c'est un truc qui me rappelle moi directement le personnage de Meruem et le fait qu'il ressente la peur pour la première fois et qu'il se demande ce que c'est que ce sentiment bien humain. Le dieu de la mort ressent ce sentiment traverser les Chines, et je trouve ça trop cool. Avec ce passage où Rukia devient complètement dégueulasse, c'est absolument déroutant, et ça montre que ce qui lui fait le plus peur, ce n'est pas perdre soi-même, mais perdre les autres. On a quand même un sentiment d'altruisme chez Byakuya, qu'il le veuille ou non. Alors tout ça du coup c'est la première approche de cet épisode 5. Lui va adapter la première partie, et même 6 chapitres, c'est quand même balèze, du tome 57, Out of Bloom, qui du coup signifie littéralement démuni de pétales, et ça rentre parfaitement dans l'approche de cet épisode. Byakuya il semble vaincu, semble même être mort selon certains Quincy. C'est assez terrifiant parce que Byakuya, frérot, il est beaucoup trop classe, je suis désolé, mais regardez. Trop beau, non? Cet épisode, du coup, il va prendre le nom du 4e chapitre que adapte sur 6, du coup, ce dernier. Wrath as the Lightning, qui est du coup la colère comme un éclair, la colère du tonnerre, quoi. Ça reprend, enfin, let's go! Le Bankai de Sasakibe. Et c'était quelque chose qui, si vous avez vu mon analyse du second épisode, m'avait complètement déboussolé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, avec le passage cut dans le manga, Sasakibe, c'était vraiment le big bro. Un flashback trop bienvenu, trop mignon, trop bien. Et on comprend que si le bon vieux Yamamoto porte son nom aujourd'hui, c'est pour son second éternel, c'est Sasakibe. Du coup, très efficacement, quand c'est un personnage qu'on n'arrête pas de nommer au fur et à mesure des chapitres, maintenant, on sera obligé de penser à Sasakibe. Je trouve ça très brillant de la part de Tite Kubo. Du coup, Sasakibe avait un Bankai surpuissant qui lui permettait de contrôler la météo, un petit peu comme, du coup, le capitaine de la 10ème division Toshiro. Mais ça, on va y revenir à la toute fin. Suite à la défaite de Byakuya, il y a quelque chose qui m'a frustré énormément, c'est l'énorme coup de pied que se prend Renji quand il allait déclencher son Bankai. C'était ultra bien retranscrit, j'ai senti le coup. Et notre type masqué, là, je l'aime pas du tout, il respecte que dalle. Ah, j'en ai marre, ça fait 2 fois qu'il intervient dans un combat comme ça, et je pense que ça en dit long sur le traitement de ce personnage par le mangaka, qui va être, je pense, un petit peu très bruyant. Mais ça nous permet de revenir au Daten, et ce que rappelle Hades à ce type-là en lui disant, frérot, il allait libérer son Bankai, t'es trop bête, t'allais pouvoir le voler. Et il lui dit, mais non, mais les vice-capitaines n'ont pas le Bankai. Et là, Hades lui rétorque, non, mais si t'avais mieux lu le Daten de Sa Majesté, t'aurais compris que ceci, cela. Ah, le roi, il est quand même mûrement réfléchi, il est bien préparé à son plan d'attaque. Mais alors, il y a un autre élément qui est excellent dans cet épisode, c'est Kenpachi, parce que oui, finalement, est-ce que du coup Kenpachi ferait pas partie peut-être d'un des 5 FMS, je sais toujours pas ce que ça veut dire, parce que lui aussi on ne peut pas lui voler son Bankai pour la simple et bonne raison qu'il en a même pas. Quand on voit les capitaines se reposer sur ce dernier, lui il sait même pas ce que c'est, d'ailleurs il a même pas de Shikai, c'est juste un mec qui aime boxer les gens. Quand on lui demande comment est-ce qu'il a pu vaincre 3 Sternriten, il dit juste je sais pas, facile en fait. Bah oui, parce qu'on n'a pas volé son Bankai, excellent.
Pour revenir au FMS originel, Ichigo, qui du coup est prisonnier dans le Garganta, et ça nous permet d'évoquer quelque chose de très important. Sa dernière apparition dans l'épisode, c'est en mentionnant qu'il veut les sauver, qu'il veut les aider, et ça, c'est primordial. Si on a des personnages de shonen comme par exemple Luffy, sa volonté c'est d'être libre, Ichigo, lui, ce qui le définit le plus, c'est d'aider les gens, de les sauver. Ça a été maintes et maintes fois repris, surtout via le personnage d'Inoue, qui dit oui, Ichigo, il se sent lui-même quand il sauve les gens, il a une lueur différente dans les yeux, etc. Et bien là, pour la première fois, il dit je dois les sauver, je dois les sauver, je dois les sauver, je dois les sauver. C'était super bien retranscrit, cette magnifique page noire dans le manga, toutes les paroles des capitaines et des lieutenants. Ichigo qui ne peut pas sauver des gens. C'est très très fort ça, c'est comme si on disait encore une fois à Luffy qu'il ne peut pas être libre. C'est un truc qui le met dans une prison horrible et physiquement, il est emprisonné. Alors il est vraiment dans une prison de l'âme, dans une prison physique. Je pense qu'il va se passer quelque chose qui va le détruire et qui va le pousser à se reposer la question, est-ce que je suis capable de sauver les gens? Et de l'autre côté, du coup, Kilge se fait trancher en deux de nulle part par une lame surprise. What? C'était trop mystérieux, vraiment, je sais pas du tout qui ça peut être. Cette lame s'en prend directement à Urahara et lui il fait non Masaka, c'est impossible, c'est toi. Je sais vraiment pas qui ça peut être, c'est sûrement quelqu'un d'extrêmement puissant. Il y a toujours pas Yorichi, mais elle n'a pas de sabre et ça m'a fait penser à Genichi Maru pour un seul truc, c'est peut-être stupide, mais c'est parce que dans le tome 56, à la fin d'un des chapitres, Titekubo, qui normalement fait toujours des petites blagues, a juste dessiné une petite silhouette, et j'ai pas compris c'était qui, mais moi il m'avait juste fait penser à Genichi Maru. Ça m'avait un peu marqué parce que ça n'a absolument rien à faire là. Alors soit c'est peut-être le lieutenant de Mayuri qui est devant ses ordinateurs, il peut lui ressembler. Moi il m'a fait penser à Genichi Maru. Voilà, je sais pas du tout si c'est le mangaka qui a voulu faire un effet d'amorce annonciateur, ou c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais alors pour finir sur la meilleure note de cet épisode, c'est du coup la colère de Yamamoto. C'était quelque chose que j'avais prédit lors de mon premier et second épisode, où je me disais finalement, enfin, il y a tout qui s'est passé, mais en même temps c'était assez normal, avec du coup la colère de Yamamoto qui devait pas du tout aimer ce qu'on a fait à Sasakibe, avec le fait que Sasakibe n'ait pas montré son Bankai et que je pense que c'était fait exprès pour que celui qui lui avait volé puisse le montrer face à Yamamoto pour qu'il puisse avoir un moment de colère, donc ça s'est passé, et enfin surtout le fait qu'ils ne prennent pas le Bankai mais ils les volent bel et bien. Je suis assez content parce que du coup c'était ce que j'aurais je pense aimé voir pour amorcer le début de cette saison, et so far so good, c'est très excitant, vraiment, pour moi franchement c'est ce que je préfère pour le moment dans Bleach. D'autant plus que rappelez-vous dans le premier épisode, on nous dit selon la pression spirituelle, à la porte il y avait sûrement qu'un seul pélo qui a tué Sasakibe et tous les hommes. Et là du coup Drissol qui porte la lettre O comme Overkill, qui lui permet en fait de plus il tue, plus il devient fort, dit lui-même qu'il avait tué 100 personnes et c'était bel et bien lui du coup tout seul et qui en a retué 100 maintenant pour finalement tomber face à Yamamoto, dévoiler le Bankai de Sasakibe. Yamamoto qui fait oh je vais te péter la gueule, putain je vais te péter la gueule, et il lui pète la gueule. C'était trop violent, c'était trop bien, la musique incroyable, j'étais tellement hype, j'avais envie de faire des saltos, c'était parfait, c'était incroyable. Yamamoto qui part d'un coup et surtout le fait que sa simple présence fait flipper les capitaines, c'est-à-dire que c'est pas comme un Tenkaimura, enfin vous voyez le message d'adresse au capitaine, là c'est vraiment essentiellement juste le capitaine qui projette un truc et du coup ça projette du déshonneur chez certains, comme par exemple notre cher Minx de la 7ème division qui lui va se relever et tout, il va faire oh ce summon, relevez-vous, c'est un déshonneur d'être par terre quand le capitaine se bat. Je te dis ok incroyable. Chez d'autres carrément comme le capitaine de la 8ème, ça va le faire flipper parce qu'il a l'impression de se faire gronder, j'aime trop ce sentiment là. S'il était en train de me voir, il mettrait des coups de règle comme ça sur les doigts là, avec un dernier capitaine qui va encore faire un effet annonciateur en disant à sa lieutenante mais dis donc espèce de baka, toi tu dis que tu l'as jamais vu se battre comme ça, autant en colère, mais c'est pas ça le vrai truc, c'est que même moi qui suis bien plus vieux que toi, qui ai des centaines d'années de plus que toi, je l'ai jamais vu comme ça et ça m'a mis une hype monumentale. Il a jamais vu se battre en première ligne, ça va être du jamais vu, j'ai beaucoup trop hâte. Ça va du coup entamer je crois le tome 57 qui va s'appeler lui The Fire et j'ai trop envie de voir ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour qu'on se retrouve chaque semaine pour les nouveaux épisodes de Bleach. Également si vous avez kiffé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Bleach. Ciao ciao.